Salut toi, mon public, mon YouTube, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui j'ai pas envie de te raconter de bêtises comme tu peux voir sur internet, la plupart du temps. C'est pour ça que j'ai décidé de te ramener un peu de savoir, tu sais, un petit peu de culture. Et je vais te parler de Jean-Baptiste Poquelin. Ah là là, mais c'est qui ce mec ? Il est né en 1922 à Paris, son père s'appelle Jean Poquelin, sa mère je sais pas. Faut savoir qu'il vient d'une famille bourgeoise et d'un père qui travaille pour le roi en tant que tapissier. Mais bon, il projette vachement sur Jean-Baptiste Poquelin, ce qu'il souhaiterait de lui pour l'avenir et tout. Et lui il était toujours très admiratif du paysage, de l'architecture et surtout des saltimbanques. Ça le faisait marrer quoi. Alors son père du coup, très exigeant, il lui souhaite un grand avenir, aussi bien que le sien. Donc ses parents décident de l'inscrire dans une école assez réputée où il va étudier du coup de la philosophie, de l'art, de la littérature, des maths, enfin vraiment genre bac plus S quoi, enfin presque. Tu vois ses parents, ils partent du principe que s'il a des bonnes études et tout, il pourra faire des trucs de ouf. Et t'as des gars sur internet, enfin sur Wikipédia, ils ont dit ouais, à la fin de ses études, Molière devient avocat. Alors ça je peux pas vous le dire, je sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est une source sûre. J'en sais rien, mais apparemment, avant de faire du théâtre, il serait potentiellement devenu avocat. Source pas sûre. Donc à prendre avec des pincettes. Et là, tu vois, à ce moment-là, il a développé un amour de dingue pour Sophocle, Euripide et les portes du théâtre sont ouvertes à lui. Il s'amusait à lire quelques monologues et bah, étincelle dans ses yeux. À 21 ans, il va voir pas mal de pièces de théâtre et il découvre une famille assez stylée à ses yeux qui s'appelle la famille Béjart. Faut savoir que la famille Béjart, c'est une grande famille de comédiens de génération en génération. Faut savoir aussi qu'à cette époque, être comédien, c'était grave renié de l'église, donc pas apprécié généralement des catholiques quoi. Donc tu comprends que pour sa famille très catholique, il s'était un peu effrayé de se dire mon fils pourquoi il est intéressé par le théâtre. Mais lui en gros il adore ça. Ils sont contre-fous de la vie de ses parents et il se dit allez bye bye, je quitte le foyer et je vais faire du théâtre. C'est à ce moment-là, moment important de sa vie, qu'il décide de monter une troupe de théâtre qui s'appelle l'Illustre Théâtre. Donc il monte ça avec 10 amis de l'école et dont 3 membres de la famille Béjart. Molière se retrouve très vite avec des problèmes financiers qui le dépassent. Franchement ça devient grave parce qu'en fait il fait plusieurs jours de prison. Mais heureusement que son père est là car il va le faire sortir de prison. Il se dit alors j'ai plus rien à faire à Paris, on veut pas de moi, je me retrouve en prison, j'ai pas d'argent. Donc il décide de quitter la ville quoi. Et alors il part en province avec sa troupe, allez les gars venez, on se tire d'ici. Donc ils font un peu le tour de la province, Grenoble, Bordeaux, Nantes. Et ils font des tournées dans toute la France pendant 12 ans. Dans cette vie d'expat, à un moment donné, notre Molière a 28 ans. Et il décide de débarquer dans une petite ville pas loin de Montpellier qui s'appelle Pézenas. Également, il est toujours accompagné de sa troupe et il cherche du coup à décrocher de nouveaux contrats. Et là, un nouveau contrat arrive pour eux, qui est un contrat avec les États généraux du Languedoc. Du coup, ils font plusieurs mois de répètes, de pièces et tout, sous la protection du gars qui s'appelle Gaston d'Orléans. Faut savoir qu'au XVIIe siècle, le seul moyen d'être rémunéré et d'en faire ton métier et d'avoir une sécurité financière, c'était d'être sous la protection d'un gars qui avait du pouvoir et de l'argent en fait. Du coup ils ont trouvé ce gars Gaston d'Orléans et qui leur a permis de jouer plusieurs fois à Pézenas devant les États généraux. Et à ce moment-là, Molière il s'introspecte, il découvre un peu ses personnages et là il crée son premier valet qui s'appelle Mascari. C'est un personnage qui est au centre de ses premières comédies, c'est un peu son personnage quoi, qui l'aide aussi, qui lui donne l'impulsion d'écrire de nouvelles comédies. Et c'est à ce moment-là que le nom, l'idée, l'identité de Molière tel qu'on le connaît est arrivé et il se crée le nom de Molière. Vous me direz, comment il a fait, ça vient d'où? En vrai, on n'en sait rien, on ne sait pas pourquoi il s'est appelé Molière, mais il a décidé de se créer un nom de scène en l'honneur de ses personnages et de son style scénique. D'un coup, les gars, il y a une grande accélération pour sa carrière, pour la troupe, et donc il change de protecteur, et le nouveau protecteur, c'est le prince de Conti, donc le puissant cousin du roi. Il leur dit les gars, venez, je vous invite, venez dormir chez moi dans ma grange du pré, dans mon domaine, et vous aurez de la place. Quoi.
C'est pas très loin de Pézenas, mais au moins ça leur faisait un petit endroit pour répéter, dormir. Et c'est toujours bien quand c'est gratos, hein. Et franchement, en vrai, c'est cool pour eux parce qu'ils obtiennent le titre troupe de son Altesse. Attends, là t'arrives dans un autre niveau, troupe de son Altesse quoi. Tu joues pour l'Altesse. Faut savoir que Molière a toujours été fasciné, passionné par la personnalité du prince, et ça l'a inspiré pour écrire plusieurs pièces dans lesquelles il y aura un peu la personnalité qui va ressortir dans ses personnages. C'était bien parti, mais là, ça se passe pas trop bien, ils se font chasser du prince de Conti. Franchement, ils jugent que le théâtre c'est trop dangereux et c'est le pire des arts, quoi. Genre le satanisme des arts, on va dire. En plus, le prince de Conti, il a des fortes valeurs chrétiennes, donc t'imagines, quand t'as des pièces de théâtre comme ça qui viennent casser un peu les codes du christianisme, ils voient ça comme le mal, quoi, le mal incarné. Et c'est malheureusement leur dernière représentation pour le prince de Conti. Et en vrai, Molière, pendant un moment, après 12 ans quand même d'expat en province, il se dit « Ah, Paris me manque, quoi. Ça me manque, j'ai envie de jouer là-bas, c'est des bons souvenirs, quoi. » Il y retourne. Et alors, à Paris, hop, il tombe nez à nez avec un nouveau protecteur qui est Philippe d'Orléans. Du coup, ils vont jouer au Louvre devant le frère de Philippe d'Orléans, qui est le roi Louis XIV. Du coup, la troupe décide de commencer à jouer une petite tragédie de Corneille. Et là, au fur et à mesure, le public il s'ennuie de ouf, quoi. Il se dit, mais c'est quoi ce carnage? On s'ennuie, on se fait... Dans la foulée, ils se disent, allez, on va jouer une autre pièce, écrite par Molière, du coup, qui s'appelle Le Docteur Amoureux. Et là, les gars, c'est éclat de rire assuré pour Louis XIV. Il est aux as, quoi. Il a les armes aux yeux, il est mort de rire. Après cette belle expérience, Louis XIV, vous savez quoi, il décide de dire, allez, écoute Philippe d'Orléans, je te reprends la troupe, je vais être leur protecteur. Et alors Louis XIV va faire installer la troupe au petit théâtre du Bourbon et au théâtre du Palais Royal, dans lesquels ils vont pouvoir se produire, se développer et améliorer leurs compétences. Là, vu qu'il y a un nouvel élan, il y a un nouveau flow, Molière se dit c'est le moment, je vais écrire une nouvelle comédie, et ça va s'appeler Les Précieuses Ridicules. L'arme principale de cette comédie et de Molière, ça va être vraiment le rire, quoi. Et le rire utilisé comme arme va dénoncer les travers du temps de la société. Et c'est ce qu'on va appeler par la suite une satire. Nicolas Fouquet, c'est un gars qui s'occupe des finances pour le royaume, pour le roi et tout. Écoute Molière, j'aimerais que tu écrives une nouvelle pièce, que tu prépares une pièce pour Louis XIV qu'on jouera à la cour. Alors Molière il se dit ouais, ok, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Donc il écrit, il est au taquet. Faut savoir que cette pièce qu'il écrit, c'est la première pièce qu'il va jouer devant la cour royale. Donc il a un peu le trac, tu vois. Cette pièce en question s'appelle L'École des Maris. Mais... Pour vous pouvez aller où bon vous semble. Vous n'avez qu'à courir, vous voilà deux ensemble. Mais vous, je vous défends, s'il vous plaît, de sortir. Laissez-les, mon frère, aller se divertir. Je suis votre valet, mon frère. La jeunesse veut... La jeunesse est sotte, et parfois la vieillesse. Croyez-vous qu'elle est mal d'être avec Léonore? Non pas, mais avec moi, je la crois mieux encore. Monsieur, un tel abord vous interrompt peut-être. Cela se peut! Mais quoi? L'honneur de vous connaître est un si grand bonheur. Pas mal quoi, de jouer ça devant Louis XIV, devant la cour. Haut de gamme quoi. Bien géré le mec. De fil en aiguille, vous savez, quand on a une troupe de théâtre, on peut flirter avec les gens, il va se marier avec une comédienne de la troupe qui s'appelle Armande Béjart, de la fameuse famille Béjart. Très beau couple en soi. Ce mariage va l'inspirer à écrire une nouvelle comédie, sa 4e comédie, qui va s'appeler L'École des femmes, et ça va bousculer les codes du mariage et les conditions de la femme dans la société. Faut savoir quand même, on est en 1662, donc faut être assez osé et culotté pour déjà faire des œuvres qui vont bousculer les codes du mariage et de la condition de la femme. 2 ans plus tard, pouf, le bébé. Eh oui, Armande et Molière font un enfant qui s'appelle Louis. Et pourquoi Louis? Louis en hommage à Louis XIV. Louis XIV est content, également. Donc il se dit, pour honorer mon ami Molière, je veux devenir le parrain de ce petit Louis. Pas mal, hein? Alors de fil en aiguille, la troupe travaille toujours pour Louis XIV et elle va s'appeler la troupe du roi. R-O-Y, hein, les gars. Et dans cette troupe, tu as la comédie, mais aussi la comédie-ballet, donc un mélange de théâtre et de danse. Et il faut savoir que Louis XIV est un grand passionné de danse, en vrai, et il va danser avec eux. J'aimerais bien retrouver des archives, hein. Louis XIV qui danse, un petit collant et tout.
Cette période est très compliquée parce que Molière, de fil en aiguille, avec ce qu'il crée, avec le courage, l'audace de ses œuvres, ça crée des polémiques de ouf, quoi. Il se fait critiquer dans tous les sens, enfin, c'est assez dingue. Franchement, lui, il a pas peur des critiques, hein. Ça le dérange pas. Il a limite pas peur de mettre en cause les excès de la société, de la religion chrétienne. Il va remettre tout ça en cause dans la pièce de théâtre Tartuffe, qui va être jugée choquante et même interdite. Je n'y veux point aller de peur qu'elle ne vînt encore me quereller. Que cette bonne Ah, femme... certes, c'est dommage qu'elle ne vous ouït tenir un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon et qu'elle n'ait point d'âge à lui donner ce nom. Comme elle sait pour rien contre nous échauffer, et que de son Tartuffe, elle le paraît coiffée. Ah, vraiment, tout cela n'est rien au prix du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez, c'est bien pis. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage, et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Un homme, enfin, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde, et comme du fumier regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. L'année d'après, la pièce de théâtre Don Juan est aussi censurée. Tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Et je ne comprends point comme après tant d'amour et tant d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Il est vraiment reproché de plein de choses. De transgresser les codes, de libertinage, de blasphème. Et alors, l'archevêque de Paris décidera d'excommunier tous les spectateurs. Culotté quand même. Enfin... Louis XIV, lui, il dit... Il prend la défense de Molière et dit non, je suis pas d'accord. Donc ils vont mettre en place un nouveau système, une remise en question. Et c'est alors que va naître une nouvelle version du Tartuffe. Cette nouvelle version va alors arriver en 1669. C'est pas facile pour Molière parce qu'il est extrêmement malade. Problème d'angine, problème d'inflammation liée aux poumons. Il a développé une nouvelle création qui s'appelle Le Malade Imaginaire. Et ce soir-là, il va jouer sa nouvelle création sur les planches. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil, tout de même me sens animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur d'ores en avant tournera-t-il toujours autour des astres resplendissants de vos yeux adorables ainsi que vers son pôle unique. Remettez-vous comme vous étiez et voyons de quelle façon elle recevra votre mort. C'est une chose qu'il n'est pas mauvais d'éprouver, hein, et comme vous êtes en train, vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Oh ciel! Oh fâcheuse aventure! Malheureuse journée! Qu'as-tu, Toinette? Et de quoi pleures-tu? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Mais quoi? Votre père est mort. Mon père est mort? Oui. Vous le voyez là. Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui lui a pris. Oh ciel! Quelle infortune! Quelle atteinte cruelle! Hélas, faut-il que je perde mon père, la seule chose qui me restait au monde? Franchement, il joue si bien, c'est un truc de ouf. Et à un moment donné, il s'écroule, son personnage s'écroule sur scène, et le public est les étoiles dans les yeux et se dit « Waouh, mais il joue trop bien, bravo, c'est dingue, waouh !» Ils sont tous refaits, quoi. Mais le problème, c'est qu'il était plus vraiment dans le personnage. Il était entre le personnage et la maladie qui prenait place. Donc faut savoir qu'il ne se relèvera pas de ce grave malaise, qui va le laisser finir sa vie sur scène, où il va mourir quelques heures plus tard. En vrai, je sais pas comment ça s'est passé, c'est hop, il fait le malaise, il est au sol, les autres comédiens ils jouent à côté, ils l'enlèvent, et c'est-à-dire quelques heures plus tard, il meurt comme ça alors que le public est peut-être encore là. Ouais, on pourrait rediscuter de la fin avec plaisir. J'ai lu d'autres choses disant qu'en fait, il aurait pas voulu annuler la pièce, mais qu'il aurait pas pu y assister car il serait mort avant de jouer. En gros, sa mort on sait pas, dans la légende urbaine, on dit qu'il est mort sur scène, mais est-il vraiment mort sur scène? What is the question? Je vous invite à débriefer avec moi de ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, mes cocos. Oh yeah!